Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 28 juin 2018. Alors je poursuis, c'est le 439e de la collection Nelson avec Pierre Véry. Pierre Véry, auteur de romans policiers. Pierre Véry, né en 1900, mort en 1960 d'une crise cardiaque. Auteur de plusieurs romans policiers, une bonne trentaine, a co-scénarisé certains de ses propres films qui ont été portés à l'écran et qui ont été de grands succès, comme celui-ci, Les Disparus de Saint-Agile. Alors, ce qu'on nous dit sur lui, c'est que c'est sa mère qui très tôt lui a donné le goût de la lecture. Et il a découvert Jules Verne, Erckmann Chatrian, mais à l'âge de 13 ans, il perd sa mère. Et il se retrouve, ça c'est un fait qui est... Ce roman policier, c'est un roman un peu autobiographique. Il se retrouve dans un collège et avec quelques-uns de ses compagnons, il rêve d'Amérique, il rêve de gratte-ciel, il rêve de Chicago, il rêve de New York. Il forme une société secrète qui s'appelle Chiche Capon et il tente de trouver le moyen comment s'exiler aux États-Unis. Alors, 13 ans, on est en 1913, là, on est en pleine Première Guerre mondiale. Il fait tous les petits métiers, mais cependant, et c'est là, vous en doutez bien que ça m'a rejoint, il devient libraire d'occasion à l'âge de 24 ans. Il exerce le métier de libraire jusqu'à l'âge de 32 ans, pendant 8 ans. Et sa librairie d'occasion s'appelait la Galerie du Zodiaque. Et elle n'était pas tellement loin de la galerie, la Maison des Amis du Livre, la maison d'Adrienne Monnier, et pas tellement loin non plus de sa compagne, Shakespeare Co., de Sylvia Beach. Sylvia Beach qui a été également, en fait, elle a été éditrice, elle a publié à titre d'éditeur un livre, un seul, Ulysse de James Joyce. Alors, elle a mis, ça a été la fabrication de ce livre, parce que James Joyce recommençait. Les bleus étaient sans arrêt à refaire. Je pense que ça a pris quelque chose comme 10 ans. Et elle a mis toute son énergie, Sylvia Beach, elle a mis toute son énergie, toute son intelligence et une bonne partie de son fric dans cette première édition là, de cette œuvre, que chacun sait magistrale. Alors, comme sa librairie était pas tellement loin de ces deux vénérables institutions, eh bien, il y recevait des écrivains, comme André Gide et Valérie Larbaud, entre autres choses. Au milieu des années 30, il a commencé à fréquenter Nino Frank et le poète Paul Gilson. Et il a commencé à publier ici et là des textes sous divers pseudonymes. Et puis finalement, il a gagné le prix du roman d'aventure pour une série policière dans lequel on retrouverait son personnage principal, Prosper Lepic. Mais pendant toutes ces années-là, où il commençait à obtenir une certaine notoriété en publiant des romans policiers, il hésitait entre devenir un auteur sérieux ou renouveler le genre du roman policier. Alors finalement, c'est le roman policier qui l'a emporté. Et en 1938, il connaît le grand succès avec ce livre-là, qui a été porté à l'écran et qui connaît euh, un immense succès. Il y a une douzaine d'adaptations cinématographiques et télévisuelles ont été adaptées de ces romans. Ce que je crois comprendre, c'est qu'on continue de le lire. Vous pouvez aller voir, il y a des entrevues de lui sur YouTube. On continue de le lire, on continue de le rééditer. C'est un auteur estimé dans le genre, pour les amateurs du genre. Et j'ai relevé une toute petite phrase trouvée ici et là sur un de ces agrégateurs de sites de lecture.
J'aime le spectacle des fêtards qui boivent aux lumières. Ils offrent un petit air outre-tombale qui alimente en moi une délectation saumâtre. Ouais, une délectation saumâtre. Ouais, est-ce que je vous parle de ce qui s'est passé avec le spectacle de Robert Lepage? Ben, écoutez, je peux vous dire simplement, pour moi, ce qui est en train de se passer avec les débats qui font de plus en plus rage au sein de notre société sur l'appropriation culturelle. Personnellement, j'ai toujours été curieux de toutes les cultures, de toutes les formes de culture. Euh, et j'ai toujours pensé que la culture, elle aspirait au fond à une sorte d'universalité. Et je suis toujours contrit quand je... Pour moi, on doit tout lire. On doit lire les auteurs d'ici, les auteurs d'ailleurs. Si on peut les lire dans la langue d'origine, c'est tant mieux. Si on ne peut pas, c'est pas si grave. Il y a d'excellentes traductions qui nous sont proposées. C'est pas tout le monde qui peut lire Dostoïevski dans le texte. Alors, il y a un traducteur comme Markovitch qui est là pour nous offrir d'excellentes traductions. Est-ce que je peux en juger? De ce que je peux en juger. Et pour moi, la culture aspirait donc à une sorte d'universalité. Ça me chagrine de voir que chacun se replie sur ses particularités en évoquant que on se fait du capital, soit réel, soit symbolique, par l'appropriation. Moi, je pense que tout doit nous appartenir. On doit tout s'approprier et au besoin, on doit tout se réapproprier. Alors ça me gêne, ça me chagrine, Et là, je me dis, eh ben, c'est malheureux parce que en suivant cette logique-là, ben, les Chinois, ils pourront plus écouter Mozart, les Afro-Américains ne pourront plus apprécier Dostoïevski. Et pour moi, la culture, c'est des passerelles entre les divers types de civilisation. Qu'au fond, la culture, c'est le principe majeur de ce qui nous civilise les uns les autres. On dira, ouais, encore un autre mot creux, civilisation. C'est assez terrible de voir que notre espèce humaine, elle est, espèce humaine, ça regroupe tout le monde, elle est pratiquement au bord de l'abîme et on se disputaille pour des foutaises, ce qui prouve que probablement c'est mal parti pour nous. Enfin, je ne veux pas être pessimiste, mais on m'a beaucoup chagriné cette histoire-là qu'on est venu devant le TNM chahuter des activistes, on appelle dits de la gauche régressive. C'est malheureux. Ils font monter le niveau d'intolérance. Je ne sais pas ce qu'ils veulent au fond. Je ne sais pas ce qu'ils veulent et je suis déjà assez vieux pour avoir vu de mes yeux, beaucoup de jeunes gauchistes dans ma jeunesse qui sont devenus de sacrés turbo-capitalistes. Vous aussi, vous avez ça autour de vous. C'est à se demander si être de gauche, dans certains cas, n'est pas la condition nécessaire pour pouvoir devenir un vrai bon capitaliste impitoyable. On comprend les rouages sociaux, on comprend la nécessité du militantisme, on comprend la nécessité de l'action politique déterminée, parce que ces militants-là ont compris une chose, cette loi universelle, ce sont un tout petit nombre de gens déterminés qui font changer les choses dans une société. Ça peut aller dans un sens, ça peut aller dans un autre, mais c'est toujours un tout petit nombre déterminé qui finissent par entraîner les autres à leur suite. Au cours de cette étude, Baume et Macroy demeurèrent penchés une bonne partie du temps sur la carte des États-Unis, que chacun gardait dans son pupitre à côté des prospectus des grandes compagnies de navigation, un sandwich entre un indicateur chai et un catalogue de la manufacture
française d'armes, et sikh de Saint-Étienne. Ils ne pouvaient détacher leur regard de ce petit rond posé au bord du lac Michigan et qui représentait une ville géante. La ville où le numéro 95, premier des chiches Capon, circulait à l'heure qu'il était, glorieusement coiffé d'une casquette qu'il mettait à l'envers, visière sur la nuque, porteur d'une cravate flottante, des chaussures jaunes et d'un pantalon qui tenait sans bretelles, et avec une politesse excessive et d'une voix mal assurée encore pour sûr, mais avec un accent déjà amélioré, demandait son chemin au policeman. « Please, sir, Washington Avenue, please, sir », en leur offrant des cigares. Au réfectoire, ce soir-là, un élève de 4e fit la lecture, sa voix muet, sautant sans transition du grave à l'aigu. Il lisait mal, sans conviction. Pittsburgh, c'est la ville du fer, démesurée et fantastique, enserrée entre deux larges fleuves, l'Allegheny et le Monongahela, qui réunissant ici leurs flots jaunes, forment l'Ohio. Baume et Macroix le trouvèrent horripilant. Aussi bien le Huret avait-il cessé de les intéresser. Comme matière à rêverie et sujet d'excitation, ils avaient mieux à présent. La carte postale merveilleuse qui portait imprimée à l'encre grasse se cachait. Juin 24, 2h p.m., Chicago, Illinois. Pendant la nuit, le numéro 22 se rendit à la classe de sciences et consigna, en un fier procès-verbal, l'événement historique, puis enferma dans le coffret la carte postale et le document. Lorsqu'il eut regagné son lit, il se tourna et retourna longtemps, faisant des sauts de carpe, cherchant vainement le sommeil. 2 phrases qu'il avait lues dans le petit Larousse illustré le hantaient. Chicago, sur le lac Michigan et sur la rivière de Chicago, immense commerce des produits de l'Ouest américain, blé, bestiaux, viande. Ces phrases ne cessaient de s'imprimer dans son cerveau, fulgurantes, phosphorescentes, à la manière de 2 enseignes lumineuses, de couleurs différentes, l'une bleue, l'autre rouge, qui se succéderaient avec une rapidité et une régularité implacables. Blé, bestiaux, viande, sur la rivière de Chicago, immense commerce. De loin en loin, un élève poussait un grand soupir, rêvait tout haut. Sur le crâne de Macroix, exaspérante, hallucinante, cette alternance en coups de fouet, feu rouge, feu bleu, feu rouge, feu bleu, viande salée, huile, Chicago sur le lac, produits de l'Ouest, viande. Monsieur Mirambeau ronflait. Autour de la pension grise s'étendait le sommeil de la ville, attendrissante avec ses petites places, ses petites rues, ses petites boutiques et sa cathédrale énorme. Un long cri traversa la nuit, un express. La voie ferrée décrit là une courbe, la plus rapide du réseau. Tous les grands trains criaient, en abordant cette courbe, « Ouest américain, blé, bestiaux, Chicago, blé, bestiaux, Chicago. » Le numéro 22 pressait à 2 mains son front, brûlant, sous lequel des mots couraient, flambaient, mouraient, éclataient, se poursuivaient, se chevauchaient en accélération constante, perdant tout de suite, tout sens. Blé, bestiaux, Chicago, blé, bestiaux sur le lac, huile, 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 Chicago, Chicago, Chicago. Au matin, lorsque grinça la crécelle, Philippe Macroix s'éveilla rompu. Alors, ce qui se passe, c'est que nos collégiens qui rêvent d'Amérique, eh bien, l'un d'entre eux, une nuit, surprend un groupe de faux monnayeurs. Et ce qu'on croit comprendre, c'est que les faux monnayeurs l'ont kidnappé, pour ne pas qu'il les dénonce, et font croire, par des lettres qu'il envoie, ils doivent avoir un complice à Chicago, que leur petit copain a finalement trouvé le moyen de se rendre en Amérique. Mais un autre collégien du groupe Chiche Capon va finir par se poser des questions et lui aussi sera kidnappé et les autres croiront également que lui aussi a trouvé le moyen de trouver le chemin vers
Chicago. Bon, ben voilà. Ces jeunes-là rêvaient de s'approprier la ville de Chicago. L'univers américain flamboyait dans leur esprit. Et c'est peut-être comme ça, les cultures, ils nous font rêver. Et quand ils ne nous donnent plus à rêver, quand elles sont enserrées par des garde-fous irascibles, intraitables, suspicieux et vindicatifs, peut-être on n'a qu'une seule envie, c'est de leur laisser leur culture. Voilà, c'est comme ça qu'on se replie. C'est comme ça qu'on se dit, ah, à quoi bon m'intéresser à l'autre, puisque l'autre, de toute façon, me jette sans arrêt un regard de culpabilisation, veut sans arrêt me mettre dans le banc des accusés, moi qui n'avais qu'une envie, c'est d'apprécier sa culture. C'est comme ça que les peuples se referment, c'est comme ça que la xénophobie grossit et finit par remporter tout. Mais je ne suis pas encore sur le point de céder. Je vais continuer à m'intéresser à toutes les formes de culture. Je vous invite à en faire autant, à écouter toutes les formes de musique. Et au besoin, appropriez-les-vous. Hein? Tout est à nous, tout est à nous. Tout ce qui est du domaine de l'humain ne nous est pas étranger, comme vous le savez. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite, les deux suites. Hein? De vous abonner à ma chaîne, ça vient deuxième, mais la première chose, vous abonner à la chaîne de Fabienne Rock, qui peu à peu fait des vidéos. Je lui conseille toujours une prise. Il faut que, de toute façon, il faut parler franchement, il faut parler directement, il faut parler sans filet au risque de s'écraser, sans filet et sans parachute au risque de s'écraser. Donc, je vous invite à vous abonner à sa chaîne, je vous invite à vous abonner à la mienne. Cette série-là, tant que mon ordinateur tient le coup, je vais continuer. Normalement, j'ai en réserve encore une quinzaine de titres. Ça fait déjà 2 semaines que je vous parle de cette collection de Nelson. Et peu à peu, je pense que j'ai passé trop rapidement sur la première. Je vais revenir, probablement la conclusion, c'est que je vais revenir, parce qu'une collection comme celle-là, qui a été fondée à Édimbourg, il y a eu des alliances avec l'Angleterre, il y a eu des alliances avec la France, il y a eu même des comptoirs ici au Québec. C'est pas. Et à New York aussi. À Chicago. Non, pas à Chicago, à New York. C'est pas innocent cette mise en place. Et cette mise en place d'un réseau de distribution de livres, de choix éditoriaux, comment les alliances se sont créées, comment les alliances se sont défaites, comment c'est né. Hein, c'est né au début du 18e siècle. À Édimbourg, en 1792, je pense. C'est pas rien. Et ça a cessé d'exister autour des années 50. Presque un siècle et demi d'existence. Hein. Au début, si vous vous rappelez, c'était des manuels scolaires religieux. Et puis après, grâce à ce jeu-là des alliances. Mais si on garde présent à l'esprit qu'idéologiquement, ils étaient évidemment anglophones, anglophiles, donc avec beaucoup de réserves quant aux résultats de la Révolution française, beaucoup de réserves quant au républicanisme, mais également des réserves quant aux visées impériales du Second Empire, du Second Empire. Alors c'est assez curieux de voir que d'un côté, ils combattaient à la fois les fruits de la Révolution française et les visées expansionnistes de l'Empire français, qui a duré, comme vous le savez, un certain temps. Alors, de voir toutes ces alliances-là s'enrouler les unes aux autres, les engrenages se mettent en place, c'est assez fascinant, le portrait d'une époque. Voilà, sans doute toute une histoire à faire à nouveau. Je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien. Vous pouvez nous rendre visite à cette librairie, à cet atelier librairie, le livre voyageur. Vous pouvez nous téléphoner dans le 514-736-0999. Merci et bonne journée à tous.